J'ai assisté à de nombreux salons CES, au point que la nouveauté de l'événement commence un peu à s'estomper. Je cherche maintenant des indices sur l'orientation de l'industrie technologique, pas seulement des démonstrations qui pourraient ne jamais aboutir à des produits. Avec les téléviseurs, c'est encore moins évident. Franchement, ces stands sont tout un spectacle. Il est facile d'être distrait par les belles images et tout ce qui s'affiche devant toi. Sur ces écrans, la technologie RGB mini LED était omniprésent, impossible d'y échapper. C'était clairement le mot à la mode du CES, mais TCL a pris une direction complètement différente, et cette contre-programmation a plutôt bien joué en leur faveur. Parce que chaque personne à qui je me suis arrêté pour parler, d'autres créateurs, des journalistes, des participants au hasard, tous m'ont posé exactement la même question. Ils m'ont demandé « Est-ce que tu es passé chez TCL pour voir le X11L ?» Donc aujourd'hui, on va analyser ces deux technologies de téléviseurs, la technologie RGB mini LED et la technologie SQD mini LED de TCL. Ce qu'elles sont vraiment, quelles sont leurs performances, et si l'engouement est se justifier pour ces modèles. Si tu veux acheter une nouvelle télé bientôt. Désolé de le dire. Quelques nouveaux acronymes liés au téléviseur vont apparaître, et je sais que c'est la dernière chose dont tu as envie. Mais ceux-ci en valent vraiment la peine. Tous les quelques années, les fabricants de téléviseurs accordent un peu plus d'attention à la technologie LED. Ils cherchent à développer la technologie pour concurrencer l'OLED, mais à chaque fois, le résultat est similaire. De nouvelles versions LED impressionnantes. Vous avez la LED, la CLED, la mini LED, la CLED mini LED, elles sont toutes vraiment excellentes, mais au final elles restent toutes inférieures à l'OLED. L'étape suivante dans l'évolution de la LED est la technologie RGB mini LED, direction adoptée par la majorité de l'industrie cette année. Hisense a finalement été le premier à expédier son UX de 116 pouces, ce gigantesque téléviseur derrière moi. Ils ont expédié ça vers septembre de l'année dernière, et personne d'autre n'avait quoi que ce soit de comparable à ce moment-là. Samsung a suivi avec ce qu'ils appellent le micro RGB. LG, de son côté, a lancé sa propre version du micro RGB, le micro RGB Evo. Une technologie similaire, mais ils ne sont pas exactement identiques. L'idée derrière tous ces RGB, micro RGB, etc. reste assez simple. Au lieu d'utiliser un rétroéclairage d'une seule couleur et de filtrer en rouge, vert et bleu au niveau du pixel, on place en fait des LED R, G et B directement dans le rétroéclairage lui-même. On crée la couleur à la source plutôt que d'essayer de la filtrer, et c'est une idée vraiment intéressante. Parce qu'en théorie, cela devrait automatiquement signifier trois choses. Ces téléviseurs seront plus lumineux, ces téléviseurs seront plus précis et ils seront plus efficaces. Le Hisense 116 UX atteint environ 7100 nits en luminosité de pointe réelle et les couleurs vont vraiment vous couper le souffle. Elles sont vraiment, vraiment incroyables. Donc il semble que finalement, la théorie ait joué en leur faveur. Et si vous étiez au CES, vous le savez déjà, mais chaque téléviseur mini LED RVB présenté dans ce salon était vraiment à couper le souffle. Nous n'avions jamais vu de tel niveau de noir et de contraste avec la technologie LED et les images. Assez lumineux pour que tu doives en quelque sorte plisser un peu les yeux s'il y avait une grosse explosion ou quelque chose comme ça, et le mouvement avait l'air absolument incroyable. Si tu as passé du temps au stand Hisense et que c'était le seul endroit où tu es resté, et que c'est le seul endroit où tu as vu des téléviseurs, tu aurais pensé que le mini LED RVB allait sans aucun doute être l'avenir de la technologie télévisuelle, mais c'est un peu le piège du salon. Une fois que tu as réellement ces produits dans chez toi et que tu commences à les tester, c'est là que les défauts commencent à apparaître, petit à petit. Parce que même si cette technologie est très bonne, il y a pas mal de compromis qu'il faut vraiment connaître. Maintenant, la première chose à propos de ces panneaux mini LED RVB, c'est qu'ils vont être un peu épais. Les LED colorés doivent être éloignés du panneau pour bien mélanger la lumière avant qu'elle n'atteigne l'écran. Donc ça ne sera jamais comme ces trucs ultra fins, comme les écrans OLED qu'on accroche au mur. Ça n'aura jamais ce genre de profil ultra mince. En tout cas, pas avec la version actuelle de la technologie. Les angles de vision vont aussi se dégrader, comme sur n'importe quel panneau LCD. Si tu te déplaces hors du centre, le contraste et les couleurs vont un peu changer pour toi. Mais tu sais, garde en tête que tout ça c'est de la technologie de première génération, donc ce genre de choses va s'améliorer avec le temps, mais pour l'instant c'est comme ça. L'autre chose dont tu vas sûrement beaucoup entendre parler, c'est ce qu'on appelle la diaphonie des couleurs, où la lumière d'une des LED de couleur fuit légèrement vers la zone voisine et brouille un peu la précision des couleurs. Juste un petit peu. La diaphonie des couleurs est mesurable, malgré ce que disent les fabricants de télé, elle existe vraiment. Mais je veux être très clair, même si elle existe,
Mais tu ne vas pas t'asseoir, regarder un film sur ton canapé, lever les yeux et te dire « Oh, regarde, je suis en train de voir de la diaphonie des couleurs ». En fait, ce n'est tout simplement pas quelque chose que qui que ce soit va vraiment remarquer si tu regardes juste un film sur ton canapé maintenant. Les experts en télé sont sans doute les seuls à le remarquer, mais ils sont bien moins nombreux dans le monde que tu ne le crois. Avec ces panneaux de première génération, tu remarqueras surtout l'uniformité de l'écran, quelques défauts et des effets comme le blooming dans les scènes sombres. Même si le blooming est bien contrôlé sur ce modèle, il reste visible. Lors de mon test du 116 UX, je le cherchais vraiment. Je passais des extraits dont je savais qu'ils allaient provoquer du blooming, et j'essayais aussi de trouver des extraits qui pouvaient en créer ce genre la diaphonie des couleurs. Donc j'en ai pris un avec un poisson très coloré sur un fond noir. J'ai par exemple des bleus vifs, des rouges éclatants, et ce genre de contenu qui pousse vraiment la séparation des couleurs à l'extrême. Et après avoir cherché un moment, j'ai trouvé la diaphonie des couleurs. Juste là où le rouge et le bleu se mélangeaient, il y avait une très très légère frange violette entre ces deux couleurs. Là, on y est. Genre, j'ai dû mettre la scène en pause et m'approcher vraiment près, presque au point que mon visage touche l'écran, on parle vraiment d'être à quelques centimètres. À une distance normale, autour de 2 mètres, ça disparaissait totalement. On ne le voyait pas depuis le canapé, mais c'était bien présent. Et cela sur une télé à 20 000 $. Le consommateur au moins devrait s'attendre à ce que ce truc soit quasiment parfait. Mais je pense que ce sur quoi le consommateur devrait vraiment se concentrer, ce sont les zones de gradation locale. Alors, les zones de gradation locale, si vous ne savez pas, ce sont essentiellement les sections de lumière derrière l'écran qui peuvent être contrôlées indépendamment. Avec plus de zones, la télévision contrôle plus précisément la luminosité et l'obscurité, créant un meilleur contraste à chaque scène. En ce qui concerne le contraste, plus il y a de zones, mieux c'est, toujours. Mais gérer 3 canaux LED séparés par zone demande beaucoup plus de puissance de traitement. Même sur un écran de 160 pouces comme celui derrière moi, il n'y a pas des dizaines de milliers de zones de gradation locale, car le traitement ne peut pas en gérer autant. Parce qu'il n'essaie pas forcément de gérer 10 000 zones de gradation, il essaie d'en gérer 30 000. Parce qu'il y en a 3 dans chaque LED, n'est-ce pas ? Cet écran en particulier possède environ 3500 zones de gradation locale, ce qui est en fait plutôt bien pour une télévision, mais c'est loin d'être autant que ce que vous obtiendriez avec un système de rétroéclairage unique comme celui utilisé par le SQD Mini LED. C'est l'une des principales différences entre ces deux technologies de téléviseurs. Donc maintenant, même s'il y a beaucoup de différences entre ces deux technologies de téléviseurs, une chose qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont chères. Alors que tout le monde misait tout sur le RGB Mini LED, TCL a regardé ça et s'est dit « Je pense qu'on peut prendre une autre direction ». Le SQD Mini LED, aussi appelé Super Quantum Dot Mini LED, reste un rétroéclairage à LED bleu. Voilà, au fond c'est plus une véritable évolution de la technologie Mini LED traditionnelle, plutôt qu'une bifurcation comme laisse la technologie LED RVB. Le SQD se distingue par ce qui se passe au-dessus du rétroéclairage. Les points quantiques, particules microscopiques, se trouvent dans une couche au-dessus du rétroéclairage et convertissent la lumière bleue en d'autres couleurs. Maintenant, imaginez-les un peu comme de minuscules transistors entre la source lumineuse et ce que vous voyez réellement à l'écran. TCL a complètement reconstruit cette couche. Vous avez des points plus petits, de taille variée, chacun réglé pour émettre une couleur précise quand une lumière bleue les frappe. Le résultat, c'est que TCL revendique 100% de la couverture colorimétrique BT 2020 avec exactement 2736 zones de gradation locale sur le modèle de 98 pouces et jusqu'à 10 000 nits de luminosité maximale. Maintenant, les tests en conditions réelles placent la luminosité plutôt autour de 5500 nits dans une fenêtre de 10% et la couverture BT 2020 autour de 92%. J'ai vu les commentaires sur le chiffre de 92% et je veux clarifier rapidement, car tous les quelques mois, la communauté des passionnés d'écran, ils choisissent une statistique pour s'énerver dessus et c'est un peu celle-là qui, apparemment, les énerve en ce moment. Un peu de contexte rapide. D'abord, à propos du BT 2020, c'est la norme de couleur utilisée pour masteriser les contenus du futur, représentant toutes les couleurs perceptibles par l'œil humain. Plus un téléviseur peut se rapprocher de 100% sur cette carte, plus il peut vous montrer l'ensemble du spectre. Donc en théorie, c'est génial. Maintenant, le Hisense 116 UX, la technologie que tout le monde appelle le futur, a aussi été testé autour de 92% du BT 2020. Des tests indépendants montrent que les téléviseurs OLED haut de gamme de l'an dernier atteignent environ 91%. Et personne n'a regardé le S95F de Samsung en disant que les couleurs étaient d'eau mauvaise. Le S95F est l'un des meilleurs téléviseurs jamais fabriqués, et il se situe précisément dans cette gamme dont les gens se plaignent dans les commentaires.
Je devrais aussi vous rappeler qu'on n'a aucun contenu BT 2020 à regarder de façon vraiment significative pour le grand public, pour l'instant. Il n'y a qu'une courte liste de films qui utilisent même de petites portions des couleurs BT 2020. Et ce n'est même pas tout le film, c'est généralement juste quelques scènes par-ci par-là, un peu dispersées tout au long du film. Donc, quand une entreprise affiche fièrement 100% BT 2020 clairement sur la boîte, elle vous dit essentiellement qu'elle est prête pour un contenu qui n'existe pas encore. Et ce n'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait. Si vous vous souvenez, les téléviseurs HD sont sortis avant le contenu HD, les téléviseurs 4K sont sortis avant le contenu 4K. Et c'est vrai aussi bien pour le RGB que pour le SQD Mini LED. Quand le contenu finira par rattraper, ces dalles auront elles aussi atteint une couverture à 100% du BT 2020. Maintenant, ce qui est pertinent pour votre salon, c'est la façon dont un modèle comme le X11L gère réellement l'image. Ce nombre très élevé de zones de gradation locale mentionné plus tôt redevient important ici. Je vais expliquer. Au stand TCL, une image montrait une femme entièrement en rouge. C'était clairement une séquence de démonstration conçue pour mettre en valeur, par exemple, la profondeur des couleurs que la télévision pouvait afficher. Et ce rouge faisait exactement ce que vous attendriez d'une télévision. Essayez de vous impressionner lors d'un salon, super vibrant, vraiment percutant, et ça vous attirait vers le stand. Mais alors que tout le monde autour de moi parlait de la vivacité des rouges, mon attention était portée sur les tons de peau de la femme qui apparaissait dans ces scènes. Normalement, dans une scène saturée, on s'attendrait à ce que toute l'image soit affectée par cette teinte rouge. On pourrait penser que tous les tons de peau à l'écran tireraient un peu vers le magenta, mais ce n'était pas le cas. Sur le SQD, les tons de peau paraissaient naturels, à côté de ce rouge très agressif, illustrant ce contrôle des couleurs et du contraste. Une scène complexe à réaliser m'a donné plus confiance en cette technologie que toutes les autres spécifications sur la luminosité. Aucune autre ne l'aurait pu. J'ai même essayé. Je me moque des testeurs qui traquent le blooming, mais finalement, j'ai un peu fait pareil, non ? Je fais un peu ça, tu sais, comme quand tu penches la tête. Si jamais tu vas à un salon et que tu vois plein de gens faire ça et ça. Tels des experts devant leur téléviseur, ils cherchent les défauts sous tous les angles, comme dans une danse rituelle. Et en faisant cette danse, je n'ai vu aucun des défauts que je cherchais. Ni dans le blooming, ni dans le contraste des couleurs. La gradation locale sur cette technologie mérite d'être mentionnée. Encore et encore, ces noirs ressemblaient à des noirs de niveau OLED, pas juste à de bons noirs. Pour une télé LED, c'est impressionnant. C'est comme la fin du blooming sur les téléviseurs LED tel qu'on le connaît. C'est vraiment bon. Le système de contrôle du halo de TCL a été amélioré chaque année et sur le X11L, ils ont clairement fait quelque chose de très différent avec ça. En utilisant une LED par zone au lieu de 3, vous pouvez intégrer davantage de zones de gradation dans le même espace. Avec, disons, moins de chaleur et moins de complexité du côté de la production, plus de 25 000 zones de gradation locale, ce n'est pas un chiffre que le mini LED RVB va atteindre de sitôt, étant donné tout ce que ces panneaux doivent gérer. Sur SQD, les performances de contraste sont comme ça, proches, disons, du niveau d'un écran auto-émissif. Vous pouvez aussi garder l'ensemble très fin, ce qui importe si vous essayez par exemple de monter ces téléviseurs géants sur un mur. Même avec plus de zones de gradation locale et un contraste ridiculement impressionnant, ceci aussi reste une dalle LCD. Donc vous allez quand même avoir certains inconvénients typiques des LCD, comme une baisse de la luminosité et de la saturation des couleurs. Plus vous regardez l'écran de côté, même si vous vous rapprochez vraiment de l'OLED avec ses niveaux de noir, vous n'atteignez pas du tout l'OLED en ce qui concerne les angles de vision infinis. Vous n'obtenez pas non plus une précision des couleurs incroyables d'emblée avec cette technologie. Encore une fois, c'est une technologie de première génération. Je rappelle que le X11L présentera des particularités, notamment une dominante rouge lors du calibrage initial. Vous devrez passer un peu de temps à régler l'appareil d'emblée. Il ne sera pas aussi précis en termes de couleur qu'un OLED d'emblée, mais comme l'OLED, le SQD est très cher. Le prix de départ de ces modèles est d'environ 7 000 $, bien moins que 20 000. Mais j'ai l'impression que le mini LED et RVB va baisser beaucoup plus rapidement que le SQD. Gardez à l'esprit qu'il s'agit simplement d'une comparaison des principaux différenciateurs entre ces deux technologies de téléviseurs. Ce ne sont pas toutes les différences, car il ne s'agit pas d'un test direct de ce modèle eSense spécifique et du TCL X11L. Encore une fois, comme je le fais au CES, j'essaie de lire entre les lignes ici pour voir où va l'industrie de la télévision. Et je pense qu'au moins, les orientations vers lesquelles cette technologie se dirige sont déjà assez claires. Ce que eSense a réalisé avec le UX116 est impressionnant pour un produit de première génération. C'est cela qui compte le plus pour vous. Pour une luminosité maximale, vous obtenez des couleurs vives et directes. Voir ce que la technologie LED de pointe offre actuellement est fascinant et vraiment excitant.
Cette technologie est clairement loin d'avoir atteint son plein potentiel, mais la complexité du traitement est un vrai défi à surmonter. Pour les fabricants de ces téléviseurs, les limites du nombre de zones sont réelles avec cette technologie, et ces panneaux ne deviendront pas plus fins rapidement. Selon moi, le mini LED RVB aura sa place sur le segment du milieu de gamme en mûrissant, tout en voyant son prix et sa taille diminuer. Cela peut paraître une critique de la technologie ou un inconvénient, mais je pense au contraire que ce serait excellent. Le mini LED de milieu de gamme est la catégorie la plus vendue chaque mois, chaque année, et ce n'est pas pour rien sur le marché des téléviseurs. Et rendre toute cette gamme nettement meilleure serait loin d'être anodin. Hisense annonce déjà des tailles plus petites cette année, et TCL a aussi son propre téléviseur mini LED RVB, le RM9L, qui arrive également plus tard cette année. Donc beaucoup de gens vont finir par avoir des téléviseurs nettement meilleurs simplement parce que cette technologie existe. Cela fera aussi encore baisser les prix des technologies mini LED et QD mini LED, redéfinissant la catégorie des téléviseurs abordables. Le succès du mini LED RVB en tant que technologie sera un énorme avantage pour les consommateurs, à tous les niveaux. En ce qui concerne les téléviseurs, nous devrions tous soutenir cette technologie dès maintenant. Cependant, ma prédiction pour le SQD mini LED, c'est qu'il sera plutôt réservé au segment haut de gamme. Si vous voulez un contrôle précis du rétroéclairage, des noirs proches de l'OLED, sans la crainte du marquage, avec des performances qui tiennent la route sur du contenu réel dans une vraie pièce. Le X11L, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le X11L c'est du sérieux. Mec, c'est celui que tu devrais vraiment essayer d'obtenir. Et en ce moment, je pense que c'est la seule technologie de téléviseur pour laquelle je me sens vraiment à l'aise de dire qu'elle est une véritable concurrente de l'OLED. Mais ce qui fait la différence entre un très bon téléviseur LED et un vraiment excellent, c'est le nombre de personnes qui en parlent réellement. Et quand un couloir est rempli de personnes ayant tout vu à la plus grande conférence technologique du monde, et que chaque personne parle exactement du même produit, exactement du même téléviseur, c'est très révélateur pour l'avenir du SQD mini LED car, comme pour le LED, il arrive que l'industrie se mette d'accord avant toute annonce officielle. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.